bonjour à toutes et à tous, c'est Smart Impact, l'émission de la RSE, la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire. L'invité de Smart Impact, c'est Nicolas Guinebretière, le cofondateur de Vestac, l'entreprise qui conçoit et construit des bâtiments modulaires biosourcés, vient d'être distingué par la fondation Solar Impulse. Notre débat portera sur les solutions de collecte, recyclage et réemploi des déchets de bureaux. 35% seulement du papier jeté dans les entreprises est recyclé. On verra comment améliorer ce chiffre. Et puis dans Smart Ideas, vous découvrirez Fabrique ou comment transformer les déchets textiles en briques écologiques et esthétiques. Voilà pour les titres, c'est Smart Impact et c'est tout de suite. Bonjour Nicolas Guinebretière, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Donc avec Sylvain Bauja et Jean-Christophe Pierrot, le cofondateur de Vestac, c'est une entreprise de construction pas tout à fait comme les autres, pourquoi ? En fait, l'idée, c'est assez simple, c'est qu'on construit les bâtiments dans des usines et après on les transporte par camion sur les chantiers et on les empile comme des Lego. Et l'idée avec ça, c'est d'arriver à construire avec 3 fois moins de CO2 en divisant par 2 les délais de livraison des chantiers et ça sans surcoût par rapport à la construction traditionnelle. Vous avez créé l'entreprise fin 2019. Vous en êtes où là ? Vous allez commencer, vous livrez les premiers chantiers dans les mois qui viennent, c'est ça ? Exactement. Donc on ouvre un grand site de production en Île-de-France à la fin du printemps, qui va être un des plus grands sites de production et de construction biosourcée d'Île-de-France. Et ensuite, on se projette vers la livraison de nos premiers chantiers, des maisons individuelles, des crèches et puis du résidentiel collectif comme des lotissements et puis des immeubles jusqu'à 5-6 niveaux. Ah oui, donc ça peut monter, ça peut fonctionner pour des immeubles à étage. On va regarder une image, une première photo d'un projet qui est mené à Beauvois. Alors ça, c'est quoi ? C'est du résidentiel, c'est ça ? Ce sont des maisons individuelles ? C'est un projet de maison individuelle. C'est un lotissement dans les Hauts-de-France, du côté de Cambrai. Et l'idée, c'est qu'on a une quarantaine de maisons individuelles là-dessus, qui sont toutes conçues sur un modèle un petit peu similaire, des maisons de type 2, donc avec une chambre, des maisons de type 3 avec 2 chambres et un étage. Et puis on lance la production pour livrer ce type de chantier. Alors, c'est quoi le côté biosourcé ? Je voudrais qu'on rentre un peu dans le détail de ce que vous avez décrit. En quoi c'est biosourcé ? Comment vous tenez la promesse, en quelque sorte ? Oui, la promesse, elle est bas carbone et biosourcée. L'idée, c'est vraiment d'utiliser le meilleur matériau au meilleur endroit. On construit des bâtiments qui vont être en ossature bois. Donc, on n'utilise pas du béton. Le béton, c'est 8% des émissions de CO2 dans le monde aujourd'hui. Le fait d'utiliser du bois, déjà, permet de stocker du carbone. Ça, c'est pour le matériau structurel. Ensuite, on utilise des panneaux bois à l'intérieur pour la rigidité du bâtiment. Et puis ensuite, sur les finitions, on va travailler avec des fournisseurs de peinture, par exemple, qui sont de la peinture à base d'algues. On va travailler sur des revêtements de sol type lino qui est issu du lin, de la production du lin. Donc c'est vraiment des matériaux qui sont d'origine naturelle et qui sont mis en œuvre dans les bâtiments. Ça, vous l'avez pensé à l'origine, c'est-à-dire que l'entreprise, vous l'a créée fin 2019 avec cette volonté-là. C'est-à-dire que dès le départ, vous dites il faut qu'on trouve les bons fournisseurs, les bons matériaux, c'est ça ? Exactement. Et donc il y a une grosse démarche qui est en cours avec nos équipes sur l'identification de fournisseurs qui répondent à ces attentes et à ces attentes. Et à partir de là, on a vraiment pensé tout le système constructif conformément à la réglementation en utilisant ce type de matériaux. Alors, le côté modulaire, on peut imaginer les avantages, mais je vais vous laisser les décrire dans le détail. Le modulaire, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça permet vraiment d'accélérer la construction d'un bâtiment, parce qu'en fait, le bâtiment va être construit en usine, donc dans des conditions qui sont beaucoup plus faciles pour les ouvriers, ce qui permet d'accélérer le temps de construction. Et puis, en plus de ça, on peut commencer à construire le bâtiment alors même que les fondations ne sont pas terminées. Et ce qui fait que quand les fondations sont terminées, on vient déposer des modules qui auront été transportés par camion et qui sont 90% terminés à l'usine. Donc on va mettre la peinture à l'usine, on a les réseaux électriques, plomberie. Et ce qui fait que quand on arrive sur le chantier, on n'a plus qu'à poser les modules les uns sur les autres, les uns à côté des autres et à les raccorder entre eux. Ouais, c'est quoi le gain de temps ? Par exemple, on va reprendre le projet de maison individuelle. Là, on divise à peu près par 2 le temps de livraison, de construction. Ouais. Et puis on a aussi des gains de temps qui sont importants en phase de conception, parce qu'on développe une solution de conception digitalisée en interne. On s'appuie sur un logiciel sur le marché et on développe nos propres outils pour accélérer la conception et arriver à travailler
travailler rapidement aux côtés des architectes. Et là aussi, on arrive à diviser à peu près par 2 le temps de conception d'un bâtiment. Alors, quand je vous entends, je me dis, mais vous réinventez le préfabriqué en quelque sorte. Le préfabriqué a mauvaise image en France. Enfin, disons qu'il y a une Ouais. image très temporaire. Et en fait, il y a beaucoup de pays à l'étranger où le préfabriqué sert aussi pour de la construction pérenne, et ce qui est complètement le cas. Et simplement, c'est en plein essor aujourd'hui en France. C'était juste pas culturel jusqu'à présent. Oui. Oui, parce que effectivement, le préfabriqué, on se dit, c'est ok, ça va vite, mais ça dure moins longtemps. Il n'y a pas de raison pour ça. On a les mêmes contraintes que sur un bâtiment béton. C'est juste que la façon dont ça a été utilisé aujourd'hui était plutôt pour du bâtiment temporaire, mais ça se fait très bien aussi sur des bâtiments qui vont durer 100 ans. Il y a un autre aspect qu'il ne faut pas négliger, c'est moins de nuisances aussi pour les riverains du chantier. Tout à fait. Le fait de diviser par 2 le chantier fait que déjà toute l'animation, l'agitation autour d'un chantier est divisée par 2. Et puis en fait, on vient poser des modules qui sont complètement terminés à l'usine, donc on n'a pas les toupies béton comme on peut les avoir souvent, avec toutes les poussières, tout le balai des camions qui est induit par les chantiers traditionnels. Donc pour un riverain, c'est génial puisque le chantier est fortement réduit et donc il n'y a pas de nuisance. Ouais, moins de camions sur les routes aussi. Moins de camions sur les routes. Ouais. On le sait assez peu, mais en fait, les chantiers aujourd'hui, c'est beaucoup de camionnettes qui approvisionnent en continu les chantiers. Là, l'intérêt, c'est qu'on a des gros camions qui livrent des usines en dehors des grands centres urbains. Et à partir de là, on a juste le transport du module complètement terminé. Alors cette usine en Ile-de-France, elle va ressembler à quoi? Quelle taille, quel talent il faut, quel salarié vous avez recruté pour fabriquer ces bâtiments modulaires? Donc on s'implante sur un site en Seine-et-Marne, du côté de Fontainebleau, qui va être un site de 30 000 m², qui existe déjà en fait. Et c'est une grande halle technologique complètement vide et sur laquelle on vient installer notre ligne d'assemblage. Donc on a les machines qui sont en cours d'installation et certaines qui seront livrées dans les prochaines semaines. Et à partir de là, ce qui est intéressant, c'est que sur la ligne d'assemblage, on peut avoir un mix de compétences, aussi bien des gens qui sont issus du bâtiment, donc un plaquiste, un enduiseur, ce genre de choses, et aussi des gens qui vont monter en compétences et faire de l'insertion sociale, des gens qui vont pouvoir former, puisqu'il y a certains gestes techniques qui ne sont pas forcément très complexes, et où on peut avoir à chaque fois des binômes avec une personne extrêmement expérimentée et une personne en insertion sociale qui peut arriver justement à monter en compétences et créer de l'emploi comme ça. Alors, je l'ai dit en titre, vous venez d'obtenir, c'était fin février, je crois, le label Solar Impulse Efficient Solution. Qu'est-ce que ça représente pour vous? C'est quelque chose d'important pour nous parce que ce qui est derrière la démarche en fait est vraiment important. C'est l'idée de dire on a une solution qui est performante d'un point de vue environnemental, aussi bien en phase de construction que d'exploitation qu'en fin de vie du bâtiment. Mais c'est aussi une solution qui est rentable et elle est rentable aussi bien pour nous que pour nos clients. Notre promesse, c'est vraiment d'arriver à livrer des bâtiments qui soient vertueux d'un point de vue environnemental sans surcoût pour le client final. Et ça, c'est important parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir démocratiser ce type de solution. Comment vous l'avez obtenu? Y a des enquêteurs Solar Impulse qui sont venus, qui vous ont interrogé. Comment ça se passe? Le processus, donc il y a un grand dossier de candidature avec beaucoup de détails qui sont demandés, des justifications techniques, différents éléments de marché qu'on peut apporter. Et ensuite, il y a une étude qui est faite par 3 assesseurs indépendants et qui doivent tous sur, je crois, 9 ou 10 critères, donner leur avis qui est un oui ou non à chaque fois. Par exemple, est-ce que la solution est faisable? Est-ce que la solution peut être rentable économiquement? Est-ce qu'il y a un marché pour cette solution? Et à partir de là, il faut que pour chacun des critères, il y ait au moins 2 des 3 assesseurs qui disent OK, cette solution est fonctionnelle de ce point de vue-là pour avoir le label. Et nous, on a eu la chance, avec le travail qu'on a fait, d'avoir les 3 assesseurs qui nous ont à chaque fois dit OK pour la solution. Alors derrière Solar Impulse, il y a Bertrand Piccard, d'ailleurs qu'on avait reçu dans Smart Future, l'émission hebdo de l'innovation sur Bismart. Pour la toute première émission, on parlait de l'avion électrique, de l'avion à hydrogène, etc. Et il nous avait parlé de ce projet 1000 solutions. Donc en fait, il propose clé en main des solutions, comme vous dites, durables et rentables aux géants de tous les secteurs économiques. Qu'est-ce que ça peut provoquer pour une entreprise comme la vôtre, qui est toute jeune? Ça provoque des relations fournisseurs. On identifie d'autres solutions aussi qui sont vertueuses, qu'on n'avait pas forcément en tête, avec lesquelles on va pouvoir travailler. Des relations commerciales, évidemment, parce qu'ils font aussi un gros travail assez caché de promouvoir auprès des grandes entreprises leurs solutions. Et puis un travail de communication aussi, puisque régulièrement, ils sont en contact avec des gouvernements, avec les médias, où ils n'hésitent pas à mettre en avant les différentes solutions. Vous me l'avez dit juste avant que
l'interview démarre, donc je vous tends la perche, mais vous pourriez regrouper les entreprises du bâtiment qui sont estampillées Solar Impulse? Exactement, et on travaille là-dessus avec différentes solutions, des solutions de plancher chauffant par exemple, qui utilisent des matériaux vertueux, des solutions de géothermie, donc à avoir des systèmes d'énergie de chauffage du bâtiment grâce à la température du sol, des isolants. Plein de solutions, l'idée c'est de les regrouper. Il y a un dernier élément, je pense, il faut qu'on en parle, c'est important, c'est la réglementation qui est plus contraignante qu'avant. Donc le secteur du bâtiment, qui est un gros pollueur, on ne va pas se le cacher, est obligé de se réinventer? Oui, sur les chiffres, le bâtiment, c'est un quart des émissions de CO2 en France, dans le monde en général, et ceci 75% des déchets en France. Et il y a une grosse évolution en cours de la réglementation, la RE 2020, qui vise justement à pouvoir, au moment du dépôt du permis de construire et ensuite sur la réalisation, contraindre les entreprises de construction à respecter des standards, aussi bien en termes de matériaux qui sont mis en œuvre à la construction, que de performances énergétiques, notamment sur la durée de vie du bâtiment. Et donc, ça vous ouvre évidemment de belles perspectives avec Vestac. Merci beaucoup. Merci à vous. Nicolas Guine-Brottière. Bon vent à votre entreprise. Tout de suite, notre débat sur le recyclage des déchets en entreprise. Comment mieux recycler les déchets de bureau? C'est le thème de notre débat avec Xavier Porchier, bonjour, le fondateur de Tricycle Environnement. Paul Rouvelin, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable commercial chez les Joyeux Recycleurs. Quelques chiffres pour commencer, pour poser le décor. 2 400 000 tonnes de déchets par an produits par les activités de bureau. 130 kilos en moyenne par collaborateur et par an. On parle de quels déchets, Xavier Porchier? C'est d'abord le papier? La première source? À la base, oui, c'était le papier. Oui. Aujourd'hui, pour nous, le plus important, c'est sûrement le mobilier. Oui. Parce que quand les grosses entreprises déménagent, elles ont une tendance à tout laisser sur place. Et nous, on récupère ces volumes importants de mobilier. Et après, on les revend d'occasion. On est dans le réemploi de mobilier, nous. Oui. Et on fait la même chose dans le bâtiment. Oui, donc c'est intéressant. On était juste avant vous avec une solution de bâtiment biosourcé, modulable, etc. Vous, votre démarche est d'aller rechercher sur les chantiers tout ce qui est recyclable, tout ce qui peut être réutilisable? Alors à la base, notre métier, c'est d'aller curer le bâtiment ou de vider le bâtiment. C'est ça le premier besoin de notre client. Et puis après, on s'est dit, à force de récupérer des choses intéressantes, on a monté une autre activité pour le revendre d'occasion. D'accord. Ouais. Alors, le papier pour les Joyeux Recycleurs, Paul Rouvelin, c'est effectivement ce que vous récupérez le plus en masse, si j'ose dire? Tout à fait. En termes de flux, nous, c'est vraiment le papier qu'on va collecter et qu'on va recycler le plus. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, en France, un collaborateur va générer à peu près 120 kilos de déchets. Oui, on disait 130, on est à peu près sur les mêmes chiffres. Ouais. Exactement, 130, 120 kilos du coup, par an, dont à peu près 80 kilos de papier. Donc, bien sûr, ces chiffres sont à prendre avec des pincettes, mais c'est majoritairement du coup le papier qui va être généré sur des activités tertiaires, en entreprise. Donc simplement. Papier en un. Ensuite, c'est quoi? Je vais penser au plastique, aux bouteilles, aux canettes. C'est tous les déchets que vous pouvez en fait générer au quotidien. Donc forcément du papier, du carton, des gobelets, des bouteilles, des canettes, mais aussi des capsules de café, du marc de café, des piles, des cartouches. Et on peut même recycler aujourd'hui jusqu'aux mégots de cigarettes, par exemple. Donc l'idée, c'est justement d'apporter des solutions de recyclage qui sont globales et de se présenter comme un prestataire qui va pouvoir collecter, assurer le bon recyclage de 100% des déchets recyclables qui sont générés en entreprise. Alors l'un des chiffres qui m'a frappé, c'est qu'aujourd'hui, on ne recycle que 35% des déchets papier. C'est vraiment très peu. Qu'est-ce que vous proposez comme solution pour améliorer ce chiffre? Alors nous, on apporte en fait en entreprise un service qui est clé en main, donc une solution qui est tout compris et qui consiste en fait en la mise à disposition de box de recyclage et on la collecte du coup en étage. C'est-à-dire qu'on fait déjà un audit pour comprendre un petit peu mieux les besoins de nos sociétés clientes et ensuite on va apporter une solution qui est vraiment sur mesure en fonction des déchets qu'ils vont générer, en fonction du nombre de collaborateurs et aussi en fonction des locaux, c'est-à-dire est-ce que l'entreprise est sur plusieurs étages, sur plusieurs plateaux, avec une prestation qui est tout compris et qui inclut bien la mise à disposition de box, la collecte, un suivi qui est mensuel, une certification de recyclage en France et une sensibilisation
des collaborateurs en amont du lancement de la démarche. Alors je voudrais qu'on parle justement des comportements en général, Xavier Porchier. C'est vrai qu'ici, l'émission s'appelle Smart Impact, donc on a un peu l'impression que tout le monde s'en préoccupe. Est-ce que vous sentez qu'il y a effectivement un mouvement de fond, que chez vos clients, il y a une demande plus importante? Comment vous ressentez ça? Alors déjà, je constate qu'il y a une belle évolution, ce que montre ici qu'elle a 12 ans. Ouais. Entre il y a 12 ans et maintenant, ça n'a plus aucun rapport. Les gens sont beaucoup plus disciplinés et beaucoup plus soucieux de tout ça. Et avant, il fallait presque les évangéliser, entre guillemets, les convaincre. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire, on parlait toujours de sensibilisation. Aujourd'hui, on n'est plus dans la sensibilisation. On est vraiment dans le besoin urgent de le faire. Et les grosses entreprises ont aussi beaucoup évolué, puisque maintenant, elles mettent vraiment leur nez dedans. Et elles sont très, très regardantes sur les chiffres qu'elles produisent, sur la traçabilité de leurs déchets. Donc oui, ça a beaucoup évolué. Oui, parce que ça rentre dans un bilan RSE qui est regardé par les financiers, par les collaborateurs, par les clients, évidemment. Je reviens sur le mobilier. Si on est dans une logique de recyclage, de réemploi, c'est quoi la filière qui existait peut-être ou qu'il a fallu mettre en place? Alors, au début, l'argument, c'était de dire on va recycler les matières. Globalement, on jetait tout, en faisant quand même un tri des matières. Et puis là, l'idée, c'était de monter vraiment une entité pour tout revendre d'occasion. Donc là, on est sur un bilan carbone qui est parfait. Parce que nous, par exemple, le mobilier, on va le récupérer à la Défense. Il vient jusqu'à Gennevilliers, parce que c'est là où on est situé, donc au pied de la Défense. Et hop, on redistribue après dans la même région. Donc on est vraiment sur un circuit court. Et l'évolution, et c'est ce vers quoi on tend, c'est après de rentrer dans l'upcycling, c'est-à-dire de créer des nouveaux mobiliers à partir des déchets, à partir des mobiliers qu'on n'aurait pas pu revendre parce qu'un propre marché. Et alors, ça signifie quoi, ça? Et ben là, ça veut dire monter un atelier de fabrication. C'est-à-dire, on va par exemple récupérer des bureaux et puis s'en servir pour fabriquer des comptoirs d'accueil. Et ça, vous êtes en train de le mettre en place ou ça existe déjà? C'est en place depuis quelques mois. Oui. On est au tout début de cette activité. Mais c'est passionnant parce qu'on rentre vraiment dans déjà un nouveau métier. Parce que là, on doit s'accompagner de designers, d'ébénistes. C'est un tout autre métier, mais on reste dans l'ADN de ce qu'on fait, c'est-à-dire de savoir toujours récupérer pour redistribuer. Voilà. Est-ce que vous êtes, dans cette démarche, vous êtes nombreux? Est-ce que Tricycle Environnement a beaucoup de concurrents? Alors, qui contrôle l'ensemble de la chaîne, non. Aujourd'hui, on est les seuls. Après, il existe beaucoup de collecteurs, parce que quand une grosse entreprise déménage, elle aura toujours besoin d'une entreprise pour venir tout vider. Donc ça, il y en a. Il y a aussi des vendeurs de mobilier d'occasion. Nous, notre force, c'est contrôler l'ensemble de la chaîne. Et puis, en plus, là, d'avoir créé cette activité d'upcycling. Je voudrais qu'on parle de la notion de filière aussi, on l'a évoqué un peu avec le papier. Je vais partir d'un autre chiffre sur le pourcentage de matières recyclées. Là, on parle des canettes et des bouteilles plastiques, 61% des canettes et bouteilles plastiques recyclées. Alors, le chiffre, déjà, il est un peu meilleur que pour le papier. Comment vous l'expliquez ? C'est peut-être parce que c'est des déchets qui sont produits déjà en grande quantité, qui sont très palpables aussi, et avec des filières de recyclage qui existent depuis longtemps. Donc aujourd'hui, en France, on va générer à peu près 800 millions de canettes par an. C'est-à-dire qu'il y a un vrai besoin, il y a des vraies filières aussi qui ont été créées, qui sont là en France. Plus que pour le papier, d'une certaine façon. Peut-être. Parce que moi alors, de mon point de vue, je vois 35% d'un côté, 61% de l'autre, j'essaye de comprendre. C'est une très bonne question, mais c'est peut-être parce que c'est des objets qui sont un petit peu plus palpables, qui sont même tout simplement plus gros, je veux dire physiquement parlant. C'est peut-être une voie de réponse, tout à fait. Donc c'est à la fois une question de comportement et de filière pour améliorer une situation de recyclage. Déjà, pour pouvoir recycler, il nous faut forcément une filière de recyclage, mais aujourd'hui, on les a. Il y a une question de comportement, mais comme disait Xavier, le recyclage rentre de plus en plus dans les mœurs. Et après, c'est plutôt l'aspect vraiment très opérationnel, collecte, c'est-à-dire apporter des solutions qui sont très concrètes. Et c'est là, justement, où tout le rôle des joyeux recycleurs, c'est d'apporter ce service, d'apporter cette solution pour simplifier, en fait, tout le processus de recyclage et surtout sur l'aspect collecte et traitement des déchets. Et je reprends le chiffre, toujours avec vous, Paul Rouvelin, de 130, 120 ou 130 kilos de déchets de bureau par personne et par an. Est-ce qu'ils sont tous recyclables ?
Est-ce que cette matière-là, elle est forcément recyclable? Alors forcément non, tous les déchets ne sont pas recyclables, ça serait hypocrite de dire ça. Par contre, la plupart des déchets vont l'être. C'est-à-dire que toute la matière papier, carton aujourd'hui l'est. Les déchets qui sont les moins recyclables, finalement, c'est tous les déchets qui sont plastiques. Tous les plastiques fins, les plastiques souples, typiquement une barquette alimentaire par exemple, d'un déjeuner du midi, c'est des déchets qui sont très compliqués à recycler parce que ça va être différents types de plastiques et c'est des plastiques qui sont aussi souillés. Donc bien sûr que non, tous les déchets ne sont pas recyclables. Par contre, la plupart des déchets qui sont produits, en tout cas en entreprise, le sont bien. Et alors, même question pour un chantier. Vous arrivez à quel taux, je ne sais pas si vous pensez comme ça, mais à quel taux de recyclabilité sur un chantier? Alors, en théorie, quand on collecte du mobilier, en soi, tout est recyclable. Quand ça n'a pas été revendu, tout est recyclable. Mais par contre, si on se penche sur l'agglo, par exemple, quand vous voyez dans un mobilier l'effet d'agglo, aujourd'hui, les filières sont saturées. Donc malheureusement, même si c'est techniquement recyclable, ça ne va pas finir forcément comme ça. Parce qu'il n'y a pas assez d'usines de recyclage Et pas assez de demandes de l'autre côté, parce que le modèle économique est compliqué aussi. Et de temps en temps, le neuf revient moins cher que le recyclé. Donc sur la partie agglo, c'est faisable. En théorie, 95% de ce qu'on récupère est recyclable. En pratique, c'est plus compliqué. Mais tout ça, c'est régenté par un éco-organisme. Oui, alors vous prenez chez Tricycle un recyclage solidaire. Ça veut dire quoi concrètement? Alors ça, c'est Tricycle, on est une entreprise d'insertion. Une entreprise d'insertion, c'est-à-dire que sur 96 personnes, on a la moitié de nos salariés qui sont donc des salariés en insertion. C'est des contrats de 2 ans, des CDDI. Et pendant 2 ans, on leur apporte un accompagnement social et professionnel. Et l'idée, c'est qu'avant les 2 ans, ils trouvent une entreprise en CDI, donc pour un boulot durable. Et donc, vous avez 12 ans d'existence, c'est ça? Oui, voilà. Donc vous avez, je sais pas, j'imagine des dizaines de parcours de vie que vous avez pu accompagner. Ça doit faire partie de votre fierté aussi. Oui, c'est une très belle fierté. Une très belles histoires. Eh ben, merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être venus parler du recyclage dans Smart Impact. Tout de suite, c'est notre chronique Smart Ideas. On va recycler des vêtements et les transformer en briques. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. La bonne idée du jour est signée Clarisse Merlet. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la fondatrice de Fabrique. Quand et puis surtout avec quelle idée vous l'avez créée cette entreprise? Alors je l'ai fondée il y a 2 ans et en fait c'était un projet d'école au départ et l'idée c'est de remplacer tous les matériaux qui sont trop polluants dans le domaine de la construction en recyclant du textile. Donc c'est deux en un en quelque sorte, c'est-à-dire que vous proposez une solution à l'industrie du textile, qui est une industrie très polluante, et puis vous transformez ce matériau. Vous êtes venu avec des briques, elles servent à quoi? Est-ce que vous pouvez préciser leur usage? Alors je suis venue avec 2 briques, donc celle-ci qui est assez épaisse pour construire du mobilier, donc on va venir construire des lampes ou des tabourets par exemple, et celle-ci qui est un peu plus fine, on peut le voir par rapport à celle-là, et celle-ci c'est une brique de parement, donc on vient la coller au mur pour décorer et isoler une pièce. Parce que c'est un matériau isolant? Oui, c'est isolant acoustique et thermique. D'accord. C'est quoi votre... Donc la matière première sont les vêtements. On parlait de filière juste avant. Comment vous récupérez votre matière première? Alors, on a 2 axes. On travaille avec... en fait, nous, on est designer, on n'est pas recycleur. Donc, on l'achète à un recycleur en tant que matière première pour la recycler. Donc, c'est une usine qui est en Normandie. Et l'autre axe, c'est en fait quand des clients, par exemple des marques de prêt-à-porter, nous demandent un aménagement, en fait, on leur demande de nous fournir la matière. Puisque forcément, les marques de prêt-à-porter ont des déchets textiles. Donc, on recycle leur matière pour faire leur aménagement. On est vraiment dans la définition de l'économie circulaire. Justement, qui sont vos clients? Principalement des marques de prêt-à-porter, donc qui ont des boutiques en France. On veut faire que des projets en France pour le moment, parce qu'on ne veut pas exporter le matériau, parce qu'on trouverait ça pas pertinent, vu qu'on veut être éco-responsable. Et sinon, ce sont des entreprises dont les salariés ont des tenues de chantier, par exemple, ou des uniformes de travail. En fait, on leur propose de recycler ces uniformes en fin de vie pour meubler leurs bureaux ou leurs sièges sociaux. Alors, on voit quelques photos, quelques images. Par exemple, il y a des boutiques, des magasins que vous avez aménagés avec vos briques, c'est ça? Oui, il y a une marque de prêt-à-porter masculin française avec qui on travaille depuis 1 an et demi maintenant. Et donc, nous, on fait les briques, on recycle du textile pour aménager leur boutique, faire du parement, faire du mobilier. Et on travaille avec
en sous-traitance avec une usine plus industrielle que nous pour construire le mobilier, parce que nous, on est encore tout petit. Mais vous grandissez vite. Quel est le procédé technique pour transformer des vêtements en briques isolantes ? Alors en fait, c'est assez simple. On reçoit des vêtements qui sont trop abîmés pour être portés. On ne veut pas recycler de neuf ou d'invendus, parce qu'on préfère que ça aille à des personnes dans le besoin. Donc on recycle des vêtements trop abîmés, on les reçoit en entier à l'atelier, on les broie, parce qu'on a acheté un broyeur récemment. On les mélange à une colle écologique que j'avais mise au point pour mon mémoire de recherche à l'école. Et ensuite, on compresse dans une machine qui fait 4 briques à la fois. Alors ces briques, elles ont forcément le même design, la même couleur, ou ça dépend des vêtements que vous allez utiliser en fait ? Oui, ça dépend des vêtements. En fait, on a décidé de ne pas faire de couleur très précise, on ne met aucun colorant. En fait, on choisit la couleur de son mobilier ou de son mur en fonction des vêtements à recycler. Donc par exemple, si on veut du bleu, on va recycler que du jean. D'accord, et donc c'est vraiment à la demande dans le dialogue avec l'entreprise, la marque qui veut comme ça refaire un magasin ? Oui, on s'adapte à la forme dont ils ont besoin et à la couleur aussi. Donc au début, on n'avait que 2 formats, donc ceux que je vous ai présentés qui étaient assez petits, et maintenant on arrive à faire des choses assez grandes qui vont de 20 cm par 40 cm. Et on peut aussi, là récemment avec une marque, on leur a fait des supports de publicité ou de présentation, donc des A4 et des A5 avec leur matière pour présenter leur promotion par exemple en boutique. C'est quoi vos perspectives d'évolution, de croissance ? Parce que je vous entends et je vous dis, bon, vous êtes dans une démarche qui est vraiment une démarche éco-responsable, donc avec un certain nombre de contraintes aussi, quand vous dites on ne veut pas aller à l'étranger parce que ce ne serait pas cohérent, on ne va pas rajouter de colorants, et donc les briques, elles ont la couleur des matériaux de base. Comment vous voyez la suite ? Alors, on y va étape par étape, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de demandes et la croissance est allée assez vite ces 2 dernières années. Donc, on essaye de quand même pas brûler les étapes et de rester le plus éco-responsable possible tout le long du développement, ce qui n'est pas toujours évident quand on veut industrialiser. Donc là, la prochaine étape, c'est d'augmenter la capacité de production et surtout d'apporter du confort sur la production, parce qu'aujourd'hui, tout est manuel et artisanal. Donc, il faut être en bonne condition physique pour mes employés. Donc là, on vient de tout juste, la semaine dernière, commander une machine motorisée qui va nous permettre de recycler plus, et au lieu de criquer à la force du bras, on appuiera sur un bouton pour faire les briques, donc ça ira plus vite. Et donc là, on cherche à s'agrandir une nouvelle fois pour accueillir cette future machine. Et l'idée plus tard, ça serait d'aller à l'étranger, mais pas pour vendre, pour produire directement, puisque du textile, en fait, il y en a partout. Et là, on a beaucoup de demandes pour des projets à l'étranger, donc on souhaiterait produire les briques directement sur place dans chaque pays demandeur. Merci beaucoup, merci Clarisse Merlet, bon vent à votre fabrique et à vos objets, évidemment. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez nous retrouver tous les jours sur Bismart à 9h midi et 20h30, la chaîne des audacieux et des audacieuses. Salut à toutes et à tous.